Bonjour à tous. Comment bien coucher son bébé, comment l'aider à dormir et comment préserver aussi le sommeil des plus grands? On va répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore avec le docteur Marc Ray au téléphone avec nous, neurologue spécialiste du sommeil et président de l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Bonjour docteur. Bonjour. Le sommeil des enfants, comme celui des parents, est un vrai sujet de santé publique. C'est d'ailleurs le thème choisi cette année pour la 22e journée du sommeil, le 18 mars. Petit état des lieux pour commencer. Globalement, docteur, comment dorment nos enfants aujourd'hui? Nos enfants dorment plutôt mal si l'on en croit les statistiques, que ça soit les cohortes françaises comme ELF ou Eden, qui montrent que les troubles du sommeil, la plainte sommeil, par les parents bien entendu, qui trouvent que leurs enfants ne dorment pas bien, eh bien elle s'établit à 20 pour les nourrissons, à 25 pour les tout petits, jusqu'à l'entrée en primaire et à 30 en primaire. Donc on a près d'un tiers des enfants qui ont des troubles du sommeil. Il faut voir que le sommeil, c'est pas quelque chose qui nous est donné à la naissance, et il va falloir que les parents l'apprennent aux enfants, mais il faut également que les parents sachent bien dormir. Oui, c'est sûr. Et alors, c'est vrai qu'on a aussi besoin de repères pour savoir si notre enfant dort suffisamment. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les besoins de sommeil des enfants? Combien d'heures doivent-ils dormir en fonction de leur âge? Alors, les besoins de sommeil, bien entendu, sont tout à fait considérables à la naissance, puisque les enfants vont dormir entre 14 et 17 heures pendant les 3 premiers mois de leur vie, et ce sommeil va être réparti à la fois la journée et la nuit. Et donc ça, c'est vrai que ça pose un problème parce qu'ils vont avoir des plages d'éveil nocturne, de même qu'ils ont des plages de sommeil diurne. Au-delà de 4 mois, on va quand même avoir plus de 12 heures de sommeil par 24 heures. Et pendant les 2 premières années, on va être là encore autour de 11-12 heures Mhm. par 24 heures. On est à plus de 10 heures lorsque on est entre 3 et 5 ans, et quand on rentre à l'école, eh bien, on va dormir entre 9 et 10 heures pour descendre vers 8 heures autour de 14 ans, et après on va être autour de 8 heures. Mais Mhm. il faut savoir que ça, c'est des chiffres moyens et que les enfants sont différents. Certains ont besoin de plus de sommeil et d'autres besoin de moins de sommeil. Donc il ne faut pas s'inquiéter forcément si votre enfant dort moins ou plus. Le problème, c'est est-ce qu'il est fatigué ou pas, et est-ce qu'il est en forme dans la journée. Mhm. Et pourquoi un enfant a-t-il besoin de dormir autant? À quoi lui sert ce sommeil? Alors, le sommeil sert à plein de choses, et on a découvert progressivement le rôle bénéfique du sommeil sur la santé. Il sert bien entendu à notre cerveau, puisque ça va permettre de consolider ce que nous apprenons. Et bien entendu, l'enfant apprend beaucoup de choses. Il doit apprendre à parler, il doit apprendre à marcher, et tous ces apprentissages nécessitent du sommeil pour être consolidés. Donc pendant le sommeil, il y a vraiment des connexions cérébrales qui se font de façon très intense, et donc ça explique le besoin de sommeil de l'enfant, mais bien entendu, c'est aussi important pour la maturation de son système immunitaire, hein, de tout un tas Mhm. de systèmes. C'est pour ça qu'il y a l'hormone de croissance qui est sécrétée pendant le sommeil, qui va permettre la croissance de l'enfant. Et alors, à la naissance d'un enfant, on se pose beaucoup de questions sur son sommeil, notamment sur la façon de le coucher. Quels sont vos conseils, docteur, sur ce point? Alors, il faut savoir que, à la naissance, il va y avoir une interaction forte entre la mère et l'enfant. Il va se créer un lien, et donc le couchage va dépendre un peu de la tradition familiale. Alors il est certain que, dans un premier temps, le couchage, en particulier si la maman allaite, va se faire dans la chambre des parents. Donc il va falloir, savoir que pendant les 3 premiers mois, heu, il va se créer un lien, et on peut difficilement dire que tout le monde doit faire la même chose pendant Mhm. cette période-là. Après les 3 mois, il va falloir apprendre à l'enfant à dormir, et parce qu'il y a un certain nombre d'hormones qui commencent à être sécrétées de façon plus régulière. Il y a des rythmes qui sont moins anarchiques, et donc à partir de 3 mois, on va essayer de faire en sorte que l'enfant dorme plus la nuit et moins le jour. Et il faut savoir que
la séparation entre l'enfant et sa maman, va poser des problèmes à l'enfant, mais peut aussi poser des problèmes à la maman et certaines mères, comprennent difficilement de ne pas avoir leur enfant dans la chambre, alors qu'au contraire, pour d'autres, il est important qu'il apprenne à dormir dans sa chambre. Donc il ne faut pas donner des règles trop strictes, et ça dépend de l'environnement familial et des habitudes familiales. OK, et alors autre préoccupation des parents, ce sont les pleurs, du bébé au moment du coucher, compliqués parfois à gérer, épuisants aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents concernés? Quels conseils leur donner pour gérer ces pleurs au moment du coucher? Alors, les pleurs au moment du coucher sont très fréquents et il va falloir bien entendu, donner des limites. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, sache qu'à telle heure on va se coucher et donc pour ça, il faut demander aux parents d'être le plus régulier possible, dans les heures de coucher. Il ne s'agit pas qu'ils changent trop d'horaire et il faut installer un espèce de rituel, qui fait que l'enfant sait qu'on commence le rituel pour aller dormir et ce rituel va permettre de faire en sorte que la séparation, soit, moins angoissante pour l'enfant et qu'il puisse s'endormir. Alors, bien entendu, gérer ses pleurs au moment du coucher, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est souvent quelque chose qui, évolue, assez rapidement si on est relativement ferme sur le plan, de l'heure du coucher, sur Mmh. le plan du rituel et sur le fait que l'enfant ait appris à s'endormir, seul, sans être dans les bras des parents. Un des gros problèmes, c'est que c'est sûr que quand, un enfant pleure, eh bien, vous avez tendance à le prendre dans les bras, pour qu'il arrête de pleurer, ce qu'il fait et du coup, il a tendance à s'endormir alors qu'il est dans vos bras et donc il ne peut plus se rendormir, s'il n'est pas dans vos bras. Donc il est très important qu'il soit somnolent quand, vous le couchez, mais qu'il ne soit pas complètement endormi. Et pour gérer ses pleurs, je pense qu'il faut revenir à quelque chose qui était très pratiqué avant, qui était le fait de chanter des berceuses et ne pas utiliser forcément un disque ou mais il faut que la mère lui chante quelque chose ou lui parle et par la voix, on va arriver à calmer les pleurs du bébé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, parce qu'il y a des mamans qui culpabilisent quand même aussi de bercer, leur enfant au moment du coucher parce que c'est pas une pratique qui n'est, qui est bien vue. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces mamans? Pour ce qui est de bercer le bébé, beh, c'est sûr que ça va le calmer et cetera, ça va le rassurer. Donc il y a un côté, qui fait que, on va diminuer l'angoisse de séparation. Mais, ce qu'il faut, c'est, après, bien entendu, le coucher, de façon à ce que, il puisse s'endormir. Il finit son endormissement dans son lit et ça, Mmh. c'est très important. Alors, Mmh. bien entendu, ça, il faut le faire à partir de l'âge de 3 mois, parce qu'à partir de l'âge de 3 mois, le rythme veille-sommeil peut s'installer. Avant 3 mois, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On a des rythmes veille-sommeil qui sont en cours d'installation, qui varient d'une nuit sur l'autre, et donc c'est plus compliqué. Il faut Mmh. être plus strict, bien entendu, au-delà de 3 mois, pour commencer à apprendre vraiment ce rythme veille-sommeil. Très bien, et alors est-ce que donner une tétine à un bébé, pour qu'il s'endorme est une bonne idée? Alors, c'est pas forcément une très bonne idée, parce que quand il la perd dans la nuit, s'il n'arrive pas à la retrouver, il va se mettre à pleurer, et voilà. Heu, alors après, c'est quand même quelque chose qui est très pratiqué, et donc il y a des tétines qui ont des formes qui sont plus physiologiques, qui vont respecter la Oui. physiologie bucco-dentaire et donc c'est pas quelque chose qui est catastrophique, voilà et très souvent, ils ont besoin de quelque chose pour s'endormir. Les enfants ont besoin de ce qu'on appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire un Mmh. doudou qu'ils vont prendre, et cetera et qui peut être, autre chose qu'une tétine. Ça peut être, un foulard, ça peut être, une peluche, et cetera. Mmh. Donc, bon, ça peut les aider à s'endormir. Très bien. Autre question un peu triviale peut-être, est-ce qu'on réveille, son bébé pour le nourrir ou bien on le laisse dormir? Alors, il vaut mieux éviter, ce genre de choses, parce qu'il va pas être très en forme pour se nourrir et donc à moins qu'il y ait des problèmes, bien entendu, de poids trop petit ou qu'il ait tendance
à manger pas assez, donc là, s'il y a un problème alimentaire, Oui. là, on peut être amené à le réveiller régulièrement pour l'alimenter. Mais en dehors de ça, en principe, la faim va le réveiller et il n'y a pas de raison de réveiller un Mmh. bébé pour le nourrir. Il va se réveiller. Alors, bien entendu, ça nécessite du coup pour la mère d'être un peu à la disposition du bébé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au départ, on va avoir 6 prises alimentaires par 24 heures, si vous voulez. Et puis ensuite, on va diminuer ces prises alimentaires en essayant d'avoir des prises alimentaires plus importantes en quantité, ce qui lui permet de passer la nuit sans avoir à se réveiller pour manger. Oui, c'est ça. Et alors, justement, vers quel âge les bébés font leur nuit en général? Alors, ils peuvent commencer à faire leur nuit à partir de 3 ans, mais ça va être plus irrégulier. Avant 3 ans, il n'y a pas assez de rythme biologique mis en place pour qu'ils puissent avoir, alors ils vont dormir beaucoup, donc Oui. certains, vont dormir, de façon importante la nuit, mais on ne peut pas dire qu'ils font leur nuit puisqu'ils dorment également beaucoup la journée, hein. Je vous dis, il y en a certains qui vont dormir Mmh. 17-18 heures par jour, donc on est largement au-delà de la nuit. C'est à partir de 3 mois que le rythme veille-sommeil va commencer à se mettre en place et dans lequel ils vont faire leur nuit. Mais il va falloir bien entendu pour cela les inciter à faire leur nuit et donc il faut éviter qu'il y ait une trop grosse stimulation en début de soirée. Mmh. Il faut les coucher assez tôt. Il faut savoir que le bébé et l'enfant doit dormir tôt et donc il va dormir à 20 heures ou quelque chose comme ça. Et donc faire sa nuit, ça veut dire éventuellement un éveil à 2 heures du matin et puis après se rendormir. Mais bien évidemment, il ne va pas dormir de 20 heures le soir à 8 heures Mmh. le lendemain. Donc ça, c'est pas faire ses nuits. Donc il y aura une nuit un peu entrecoupée. L'important, c'est qu'il fasse des cycles, enfin qu'il enfile, qu'il fasse plusieurs cycles de sommeil en suivant de façon à avoir quand même une nuit un peu plus longue, une période de sommeil nocturne un peu plus longue. Mmh. Alors quand les enfants, grandissent, d'autres difficultés peuvent apparaître, la peur du noir, le refus d'aller se coucher, les réveils et terreurs nocturnes. Pour aider les parents concernés, quelle attitude adopter, par exemple, lorsqu'un enfant ne veut pas dormir le soir? Alors, ça, c'est sûr qu'il faut préparer cet endormissement et donc il va falloir diminuer progressivement des stimulations trop importantes. Il faut bien entendu éviter les écrans. Alors on peut éventuellement laisser un dessin animé, mais il faut qu'il y ait des limites qui soient claires. Ça, Mmh. c'est très, très important. On a un grand nombre de troubles du sommeil chez l'enfant qui sont liés à des limites qui sont fluctuantes d'un jour sur l'autre. Alors c'est vrai que c'est pas très rigolo pour les parents de devoir faire tous les soirs la même chose, mais l'enfant a besoin de ces rituels de coucher, de ces comportements qui sont tout à fait identiques chaque soir, ce qui va permettre de préparer l'endormissement. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Après, quant à la peur du noir, eh bien, un certain nombre d'enfants vont nécessiter d'avoir une petite veilleuse, soit dans la Oui. chambre, soit laisser la porte de la chambre ouverte pour qu'il y ait une lumière qui apparaisse. Mais quand on a un refus d'aller se coucher, eh bien là, ça va être compliqué. Et donc, il faut que l'enfant ait envie de dormir. Et il faut voir que... alors, il faut qu'il y ait un moment agréable dans lequel on puisse évacuer toute anxiété d'aller se coucher et de s'endormir comme ça. Alors après, il peut y avoir en effet des terreurs nocturnes. Alors les terreurs nocturnes, c'est très impressionnant pour les parents parce que l'enfant se redresse sur le plan du lit et puis il va se mettre à hurler comme si vraiment il était terrorisé, alors que il est tout à fait entre deux, il n'est pas complètement réveillé, à moitié endormi. Il ne va pas forcément vous reconnaître, il ne raconte pas un cauchemar, et il est Mmh. simplement terrorisé. Ça va durer un petit moment et puis après il se rendort. Et le lendemain, il ne s'en souvient absolument pas. Et parfois, c'est les parents qui s'en souviennent plus parce qu'ils ont eu du mal à se rendormir. Donc ces terreurs nocturnes, ça apparaît un peu avant 3 ans, c'est assez fréquent et ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Il faut savoir que ça va passer et que, bien entendu,
c'est favorisé si l'enfant manque de sommeil. Donc, il faut faire en sorte que, il ait suffisamment de sommeil. D'accord et alors parfois aussi les enfants se réveillent encore la nuit et vont, parfois même se réfugier dans le lit de leurs parents. Quelle réaction on adopte face à ça? Alors ça, c'est souvent du somnambulisme, c'est un peu plus tard que les terreurs nocturnes. L'enfant se réveille et en effet, il déambule et puis il peut aller se coucher, avec les parents. Alors, c'est très difficile, alors certains enfants, vont retourner se coucher dans leur lit, mais malheureusement, les parents sont souvent fatigués et ça va être compliqué, si vous voulez, parfois de le faire retourner dans son lit. Donc on peut essayer, mais malheureusement, la réalité des choses montre que très souvent, l'enfant finit sa nuit dans le lit des parents, Mmh. et il faut simplement essayer de lui dire qu'il faut retourner dans son lit, etc. Lui dire le lendemain, lui dire, écoute, là, ça serait bien quand même que tu passes toute la nuit dans ton lit. Ça, c'est quelque chose d'important d'en parler. Très bien. On ne parle pas beaucoup des troubles respiratoires chez les enfants et pourtant ils peuvent entraîner de vraies difficultés de sommeil. Qu'est-ce qui doit nous alerter dans ce cas, docteur? Alors, c'est en effet très important. Les troubles respiratoires chez l'enfant sont importants. Ils peuvent être, fréquents. Alors ils sont liés parfois à des grosses amygdales ou à des grosses végétations et ils sont en augmentation, du fait que, le palais, a tendance à avoir plus de difficultés à se développer actuellement parce qu'on a beaucoup d'aliments, que l'on qui entraînent des besoins de mâcher plus faible et l'enfant est amené à garder ce qu'on appelle la déglutition primaire. La déglutition primaire chez l'enfant, c'est le fait de déglutir en suçant, hein. C'est ce qui se passe Mmh. quand il suce, quand il boit au biberon. C'est une déglutition primaire, c'est-à-dire qu'il aspire et il suce. Et par contre, quand on va introduire des aliments un peu plus importants, il va devoir mâcher, et ça va permettre d'avoir un palais qui, au lieu d'être ogival, donc d'être pointu et en haut, il va être plus large et qui permettra de bien développer les arcades dentaires. Donc, et ça va éviter les troubles respiratoires. Donc, ces troubles respiratoires, il va falloir les détecter parce que l'enfant a une respiration bruyante, parce qu'il dort la bouche ouverte avec un Mmh. bavage sur le lit et avec éventuellement des sueurs nocturnes. Et tout ça doit attirer l'attention sur sa respiration. Donc il faut écouter l'enfant et puis éventuellement en parler à votre pédiatre pour savoir s'il a des grosses amygdales, des grosses végétations. Et il va être surtout, il va y avoir un retentissement diurne, c'est-à-dire que quand il a des troubles respiratoires, il va être plutôt grognon, il va être fatigué le matin, il va avoir les yeux cernés. Et donc tout ça doit attirer l'attention sur la respiration et donc essayer de voir comment il respire quand il est couché et qu'il dort. Autre question, docteur, rattraper un manque de sommeil en faisant une grasse matinée, est-ce que, là encore, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, on peut rattraper en partie simplement, il faut que la matinée continue à exister et donc ça, c'est très important. Alors là, c'est l'enfant plus grand ou l'adolescent, Oui. qui peut complètement inverser son rythme, en se couchant très tard le soir et du coup, en faisant une grasse matinée. Donc la grasse matinée, elle est plutôt à limiter et il faut absolument que la matinée existe. Alors, en principe, quand on couche les enfants assez tôt, ils vont, peu faire de grasse matinée. Quand ils font la grasse matinée, c'est qu'ils se sont couchés tard. Alors autant, à l'adolescence, c'est quelque chose qui est physiologique, hein, il y a une espèce de décalage des rythmes avec un retard de phase à l'adolescence, D'accord, donc donc ça, c'est à partir normal. de 10, 11 ans. Mais avant, l'enfant, si vous le couchez tôt, il va pas faire de grasse matinée. S'il dort bien, il y a pas de raison qu'il fasse de grasse matinée. Et donc, il faut éviter en effet qu'il se lève trop tard. Alors parfois, c'est un peu embêtant parce que les parents aiment parfois faire la grasse matinée et donc ils vont être embêtés parce que l'enfant se lève tôt. Ce décalage du sommeil, à l'adolescence peut entraîner un vrai risque aussi de dette de sommeil, finalement?
Alors tout à fait, ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a un coucher de plus en plus tardif, avec, malheureusement une consultation des écrans, pendant la nuit et ce qui va entraîner une inversion pratiquement du rythme veille-sommeil, avec un sommeil qui sera essentiellement en deuxième partie de nuit et dans la matinée Mmh. et ça bien entendu, puisque vous dormez très tard dans la matinée, eh bien le soir vous avez moins sommeil et donc vous avez une dette de sommeil qui se constitue, qui se rattrape en journée, et ça c'est très très mauvais. Donc l'adolescent, certes, va se coucher un peu plus tard, il va devoir se lever un peu plus tard, mais il faut absolument qu'il se lève le matin et qu'il sorte de sa chambre le matin et qu'il ne reste pas jusqu'à midi dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour, aider les adolescents à préserver leur sommeil? Alors, ben, pour ça, il faut préserver leur rythme veille-sommeil et donc il faut qu'ils soient exposés à la lumière du jour, la journée, et en particulier le matin, c'est quelque chose de très important Mmh. et puis il faut qu'ils aient une activité physique régulière parce que ça soit l'enfant ou l'adolescent, ils ont besoin d'activités physiques importantes et cette activité physique régulière leur permet d'avoir de meilleures nuits et donc il va falloir bien entendu les obliger un peu à sortir, à courir dehors ou à avoir des activités comme ça physiques dehors. C'est quelque chose qui est très utile pour favoriser le rythme veille-sommeil. Très bien, et on parle aussi du couvre-feu digital. Et alors là, bien entendu, c'est très important le soir, de ne pas se mettre, face aux écrans, 1 heure avant le coucher. Donc, Mmh. si votre adolescent alors bon, c'est toujours un peu compliqué, mais, il faut instaurer ça très, très tôt dans la vie. Il faut que les écrans ne soient pas quelque chose qui soit, u une aide à l'endormissement. Il y en a certains qui, vont dire: «Bah oui, ben, on regarde la télévision» et cetera. Alors c'est compliqué, parce qu'il faut que dans la famille, il y ait un véritable couvre-feu digital et Oui. qu'on éteigne les écrans 1 heure avant le coucher et donc ça, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mmh. Pour lutter contre la fatigue, certains jeunes peuvent consommer aussi plus de café, voire des boissons énergisantes. Un mot peut-être sur ces excitants, docteur, et leur impact sur le sommeil? Alors, bien entendu, le café et les boissons énergisantes sont prévus pour vous empêcher de dormir et l'adolescent étant facilement somnolent, il va trouver du plaisir à prendre ces boissons énergisantes et à prendre ce café. Alors ce qu'il faut bien entendu, c'est vérifier, que, quand il d'abord, il faut qu'il en consomme peu, donc il faut faire attention à cette consommation, et d'autre part, il faut que cette consommation soit plutôt en matinée et qu'elle ne n'envahisse pas l'après-midi. Surtout s'il y a déjà un retard de phase, le fait de prendre des boissons énergisantes va accentuer Mmh. ce retard de phase. Alors, on a beaucoup parlé, du sommeil des enfants, mais on n'oublie pas bien sûr celui des parents. Sommeil qui est bien souvent malmené à l'arrivée d'un bébé. Comment on fait pour récupérer au plus vite quand on est jeune parent? Alors ça, c'est très important parce que, le fait d'être en privation de sommeil pour les parents, ils vont être énervés et donc il va y avoir une difficulté à la mise en place du sommeil de l'enfant si les parents dorment mal. Donc il faut bien entendu qu'ils prennent en compte, leur sommeil et il faut essayer de partager les problèmes entre les 2 parents et quand on n'est pas dans une famille monoparentale, et si, la mère est toute seule avec les enfants, eh bien, il faut qu'elle trouve des nuits dans lesquelles elle puisse avoir un relais, par un autre membre de la famille ou par, des amis, de façon à ne pas être en privation chronique de sommeil. Parce que cette privation chronique de sommeil chez les parents, ça va entraîner un état subdépressif, c'est-à-dire qu'ils sont pas en forme, ils sont irritables et bien entendu, cette, irritabilité, cette anxiété, eh bien, va être communiquée à l'enfant qui va dormir encore plus mal et comme il dort encore plus mal, ça empêche les parents de dormir et on a un Mmh. véritable cercle vicieux. Donc il faut savoir que les parents doivent absolument faire attention à leur sommeil et s'ils se sentent trop en dette de sommeil, il faut qu'ils trouvent des aides, c'est-à-dire que, il y ait, alors c'est ce qui se faisait avant avec les grands-parents. Vous aviez les grands-parents, en particulier les grands-mères qui disaient: «Bon, écoute, je te prends ton fils ou ta fille, de façon à ce que tu puisses dormir et récupérer».
c'est quelque chose qui est très important. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à récupérer comme ça, eh bien, il va falloir à ce moment-là faire comme les navigateurs solitaires et passer avec des périodes de sieste dans la journée pour vous permettre de récupérer de façon à être en forme dans la journée et d'arriver à compenser en partie cette dette de sommeil. D'accord, c'est des siestes plutôt courtes ou des siestes longues si on peut? Qu'est-ce que vous Alors, nous conseillez? quand, vous êtes en dette de sommeil, il va falloir prévoir plutôt des siestes longues, c'est-à-dire d'1 heure. Ça, c'est quand vous êtes en dette de sommeil, vous Oui. avez très mal dormi la nuit, eh bien, ne dites pas: «Beh, je vais tenir toute la journée» parce que, je il va y avoir une dette qui devient cumulative, donc il va falloir, faire des siestes plus longues. Par contre, une fois qu'on a récupéré une partie de sa dette de sommeil, il faudra mieux faire des siestes courtes pour être en forme et donc qui ne vont produire que peu de sommeil. Vous allez rester dans une espèce de demi-sommeil, mais c'est très utile d'être reposé comme ça, pour être en forme, Mmh. pour pouvoir après vous occuper des enfants. Pour finir, docteur, rappelez-nous les conditions optimales pour, bien dormir. Alors, les conditions optimales, bien entendu, il faut une chambre qui soit relativement fraîche, c'est-à-dire que, on puisse évacuer la chaleur puisque notre température va diminuer au cours de la nuit. Il faut qu'elle soit assez bien isolée sur le plan, sonore, qu'il y ait pas trop de stimulation sonore. Pour ce qui est de la lumière, il faut également, peu de lumière, donc ou pas de lumière du tout, mais certains ont besoin d'une petite veilleuse et puis surtout, il faut que ce soit des heures de coucher et de lever qui soient très régulières. C'est très important parce que, l'enfant a besoin d'un rythme qu'il n'a pas encore. Il va falloir acquérir ce rythme et c'est les parents qui vont lui donner le rythme et ça, c'est tout à fait important et bien entendu, il faut savoir que préparer l'endormissement, le sien et celui des enfants et pour cela, eh bien, il faut avoir un rituel, quelque chose d'apaisant, quelque chose d'agréable, un moment, vraiment de décontraction, mais dans lequel on va être en forme. Si vous êtes, énervé, eh bien, il va falloir, faire en sorte de gérer ce stress avant d'envisager de se coucher, parce que sinon vous n'arriverez pas à dormir et donc il faut avoir des techniques. Alors ça peut être des techniques de méditation, ça peut être le fait d'écouter une musique, ça peut être le fait de lire une histoire, ça peut être le fait de chanter, des chansons douces, des berceuses. Tout ça va permettre d'avoir un moment où on va diminuer la tension, on va diminuer l'anxiété et on va se préparer au sommeil. Merci beaucoup docteur pour, tous vos conseils sur le sommeil des enfants et des parents. Et pour aller plus loin sur ce thème, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à commander gratuitement sur le site mgc-prévention.fr notre brochure dédiée au sommeil des enfants, élaborée en partenariat avec l'INSV. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.